premier épisode en live, ça va être marrant, on va voir combien on va être. Je pense on va pas être beaucoup, mais ceux qui seront là, ils auront des questions pertinentes. Donc tu es freelance UX UI. Je t'ai connu sur tes Reels. Tu as fait une grosse montée en abonnés en quoi? En quelques mois? En 2-3 mois? De 0 à 10 000 abonnés en 50 jours. Ok, trop bien. Donc ouais, tu as du contenu très pertinent, très niché. En plus, ça doit être des personnes enfin, très qualifiées que tu as eu, parce que c'est du contenu de qualité que tu fais sur des commentaires de sites de design où tu expliques des principes dont on va voir. J'ai fait 2-3 sélections de Reels que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais bien qu'on développe, parce que tu introduis des principes, et ces principes-là, j'aimerais qu'on aille un peu plus en détail, parce qu'ils sont super intéressants. Le but aujourd'hui, c'est un concept que je teste. Donc, tu m'as envoyé des réponses à un questionnaire. J'en ai fait un jeu de cartes, tirage de tarot, et on va tirer les cartes ensemble. Il va y avoir plusieurs niveaux, et le but, c'est qu'on aille vraiment en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui fait ton expertise, qu'est-ce qui fait que tu es bon dans ce que tu fais, quelles sont tes inspirations, et vraiment, on va les comprendre, rentrer dans ton cerveau pour que les personnes qui nous regardent puissent en tirer le plus de valeur possible. Donc bienvenue à toi, et puis je te laisse faire une petite présentation de ton côté, et ensuite on sortira le jeu de cartes. Au top. Merci beaucoup déjà Gaëtan pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et donc oui, tu as tout dit. Alors, juste petite rectification. Je suis, alors, en académie, j'ai fait UX, UI design en études, mais je suis aujourd'hui, j'exerce en tant que UX beaucoup plus que UI. Je fais la partie UI que quand il y a vraiment besoin, mais sinon je suis plus focus sur l'UX et les recherches et l'optimisation tout simplement des produits digitaux. Est-ce que tu peux très rapidement expliquer l'UX, l'UI en définition en quelques phrases Bien sûr. Alors, l'UX, c'est User Experience et l'UI, c'est User Interface. La différence entre les deux, ils vont souvent ensemble, mais on a quand même une différence entre les deux. Euh, si un site ou une application est facile à utiliser, c'est parce que il y a derrière un bon UX. Si l'application ou le site est juste magnifique, mais n'est pas forcément facile à utiliser, ou euh, le site ne communique pas clairement ce que fait l'entreprise ou le restaurant ou le SaaS, c'est qu'il y a un mauvais UX, mais un bon UI. Ok, Le mieux pour tout le monde, c'est qu'il y a les deux, c'est que ça soit beau et simple, et pas seulement beau et pas simple, ou pas seulement simple et pas beau. ok. Le copywriting, tu le places dans l'UX ou dans l'UI? Le copywriting, ça fait partie de l'UX. Ok, ok. Trop trop cool. Ça roule. Et donc toi, tu es focus UX maintenant, et c'est ça dont on va parler. C'est ça, exactement. Ok, let's go. Je vais faire rentrer le jeu de cartes. Ok, tac, comme ça on va être bien. Alors, pour t'expliquer rapidement, on va commencer là-dessus. Donc on a 4 types de questions. On a les mécanismes cachés, donc ça va être tout ce qui va être ton expertise, qu'est-ce que toi tu fais et que les autres ne comprennent pas. Et en fait, on va l'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a derrière un site qui convertit bien? Pourquoi, on pourra discuter par exemple, pourquoi Amazon, à première vue, quand tu vas dessus, bah, tu trouves ça moche. Mais en fait, si c'est moche, c'est parce que c'est ce qui fonctionne et qu'ils ont tout compris sur. Enfin, c'est eux qui lead le marché sur la conversion. Il n'y a pas mieux qu'Amazon pour convertir en e-commerce, et le site, quand tu rentres dessus, est moche. Et en fait, si tu ne rentres pas dans l'explication, tu te dis ils n'ont pas le temps de le faire, etc. Mais en fait, non, si, ils ont des teams dessus qui le font à fond. Ensuite, décision charnière, c'est sur toi, sur ton parcours. Donc, qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui a fait que tu es ici? Les bons et les mauvais choix. Ensuite, les croyances contrariantes. Donc ça va être plus, on va rentrer un peu plus en détail sur des choses qui sont dites, qui sont pas forcément justes pour le grand public. Et ensuite, les peurs cachées. Donc ça va être un peu plus personnel. On va rentrer un peu dessus. Je vais tirer des cartes. Si tu n'es pas apte à répondre, on tire une autre carte. Il y a vraiment zéro pression. Et l'idée, c'est qu'on rentre comme ça. Est-ce que tu es prêt, Georges? Let's go. Let's go. J'ai fait ça sur Claude Code. Tu me diras d'ailleurs si l'expérience l'UX UI est bonne ou pas.
Ça marche. Ok, let's go. Donc, on va tirer la première carte sur le mécanisme caché. Là, on a une carte qui va parler de l'anticipation. La première question, c'est sur quoi tu te trompes le moins souvent, là où les autres devinent au feeling, toi tu sais. C'est-à-dire, cette question-là, ça va être sur comment tu sais qu'un site va convertir, ou tu sais que l'UX est bien faite. Sur quoi tu te bases, c'est quoi ton toucher, c'est quoi ton feeling que tu as quand tu es sur une page et que tu travailles. Je te demande ça parce que euh, en marketing, quand on fait des landing pages, par exemple, on peut avoir n'importe quelle hypothèse du monde. L'expérience va faire que tu vas moins te tromper. Par contre, c'est toujours le trafic qui arrive sur la page qui va avoir raison. Et c'est toujours ce qu'on dit quand on confronte des idées, c'est bah, en fait, on fait un A/B test, on envoie 1000 euros de trafic et on aura une réponse. Donc toi, comment tu as ce flair, comment tu l'as développé? Ok, alors je dirais, j'ai développé ce feeling, entre guillemets, au fur et à mesure de mon expérience et au fur et à mesure de mes études. Pendant mes études, et même jusqu'à aujourd'hui, je lis beaucoup d'études de cas, je lis beaucoup de documentation et aussi je travaille sur plusieurs projets. Quand je travaille sur des projets, ce n'est pas forcément toujours des projets en construction, mais aussi des projets à améliorer. Des petits audits par-ci par-là, ça fait du bien. Donc, euh, si je travaille sur un nouveau projet, même que ce soit un nouveau projet pour moi ou un nouveau projet tout court, la première chose que je regarde, c'est je navigue dans le SaaS ou dans le site et j'imagine toutes les actions possibles que l'utilisateur peut faire. Je me mets à la place de l'utilisateur. Et je me pose des questions euh, comme par exemple, en ce moment, je suis sur un projet de plateforme crypto et on peut donc ajouter des bénéficiaires. Et ensuite, j'ai la question de comment on modifie un bénéficiaire. Ah, je peux changer d'exemple, désolé. Ouais, bah ouais, 100%. C'est c'est- ce que je voulais dire après, c'est très confidentiel et T'inquiète. Non, je peux non, pas de problème. On est live, fais attention à ce que tu dis. c'est ça le problème avec mes projets, c'est que des trucs confidentiels à fond. Ok. En fait, voilà, pour faire simple, je me mets à la place de l'utilisateur et j'essaye de faire des combinaisons très complexes ou impossibles qui vont faire en sorte que je vois d'autres petites failles UX et je propose une amélioration. Ah, ça, c'est pour le cas euh, des projets dans un domaine où j'ai déjà travaillé, où j'ai déjà lu des études de cas. Mais quand c'est un nouveau projet qui part de zéro, par exemple, dernièrement, j'ai travaillé sur une appli qui aide les personnes endeuillées à faire les démarches administratives. Ok. C'est la première appli sur le marché en France. On était basé sur rien. On avait quelques études d'autres applis qui visent la même audience, mais pas forcément la même fonction. Donc, on a pu avoir quelques repères. Mais pour être clair, tout se base sur les tests utilisateurs. Et pour moi, la partie la plus importante du design d'expérience utilisateur, c'est les tests utilisateurs. Donc, on appelle ça, nous, des tests labo. Euh, Là, je parlais des tests labo. On a d'autres types de tests, on pourra en parler. Les tests labo se passent comme ça. Donc, on prend un utilisateur ou une utilisatrice, on met la personne devant l'interface, que ce soit sur un téléphone, un ordi, et on lui demande tout simplement, par exemple, on fait des tests utilisateurs pour Gmail, gmail.com. Je mets la personne devant Gmail et je lui dis, tu es sur une plateforme de mail, envoie un mail à abc@c.com. Et le but, c'est de voir à quel point cette personne hésite, à quel point cette personne clique rapidement, à quel point elle trouve les boutons rapidement, sans que je guide la personne en aucun cas. Ok. Et ensuite, au fur et à mesure du test labo, entre guillemets, on peut poser des questions.
comme par exemple, à ton avis, qu'est-ce qui se cache derrière cette icône, derrière ce bouton, pour voir à quel point c'est intuitif. Ok. Et ensuite, on a aussi les tests quantitatifs, donc comme les A/B tests. Je pense en marketing aussi, vous en faites pas mal. Ouais, ouais, Euh, complètement. des A/B tests, des ABC tests. Et après, il y a des trackers comme Umami, qui est très très pertinent. Ok. On peut suivre le comportement des utilisateurs et adapter le site en fonction. Ok. Dans ces tests labo, quand tu trouves des gens pour tester, est-ce que tu as une dimension du fait que, en fait, t'as pas n'importe, ton design n'est pas fait pour tout le monde, il est fait pour un avatar précis qui est dans un besoin, par exemple, sur les funérailles. Redis-moi la niche exacte, c'est pour préparer la. C'est quoi Pour exactement? faire les démarches Ok, administratives, pour faire les démarches. Ouais, ok. Donc cette personne-là, elle est endeuillée, donc elle est dans une situation émotionnelle complexe. Et donc tu fais ton design pour ça. Moi, si j'y vais, je suis pas du tout le bon test pour le test en labo, par exemple. On est ok avec ça? c'est vrai. Ok. Alors, on fait une présélection et on qualifie nos testeurs, nos utilisateurs, pour avoir le max de personnes qui est dans la cible. Ok. Par contre, il ne faut pas que tester la cible, dans certains cas. Ok. Là, c'est une appli, donc ça sera souvent les personnes plus âgées qui vont s'occuper des démarches administratives. Et j'espère aussi que ce sera les personnes plus âgées qui vont s'occuper des démarches administratives pour la perte de conjoint-conjointe. Hmm. Mais ça peut aussi très bien arriver à une personne de 30 ans. Euh, c'est aussi possible, donc il faut aussi tester pour tout le monde. Mais focuser les tests sur la cible de l'appli. Ok. Je comprends. Après, si on part sur une plateforme pour les notaires, par exemple, dans ce cas-là, on va faire tester que les notaires. Il n'y a aucune raison de faire tester euh, un cuisinier. Ouais. Ok. Trop bien. Donc tu as tout ce côté qui est en fait, tu dois te mettre à la place de la personne, donc tu dois travailler ton empathie, ce qui est très comparable à quelqu'un qui fait du copywriting en fait. C'est ça, Ok. exactement. Et pardon si je peux rajouter un truc. Ah oui, bien sûr. Pour cette question, alors c'était un peu technique, j'ai mis du temps à répondre. Euh, je dirais que c'est pas un feeling que je pourrais nommer, mais c'est juste l'accumulation d'expérience et l'accumulation de données que j'ai dans ma tête qui m'aide qui m'aide à trouver les petites failles ou à prévoir les failles qui vont arriver. Et une des choses les plus importantes en UX design, c'est aussi savoir s'adapter à la personne en face de nous. Durant les tests, surtout pour là, ça m'a vraiment beaucoup apporté en expérience cette appli-là dont je te parlais. Parce qu'on avait des personnes qui étaient vraiment endeuillées et on ne peut pas leur parler de tout. Hmm. On a eu des personnes qui ont perdu des proches il y a vraiment pas longtemps avant le test. Et donc le test était très délicat, mais on devait quand même sortir toutes les infos possibles sans vraiment blesser le testeur ou la testeuse. Je comprends. Je vois très bien les problématiques pas évidentes. Ok, ok, ok. Trop bien. Je te remercie pour cette question. On va passer à la prochaine. Décision charnière. J'y vais. Encore une question. Le regret lucide. Quelle décision tu regrettes encore et pourquoi tu l'as prise quand même à l'époque? Je sais que tu m'avais pas donné deux, trois questions, deux, trois choix que tu avais fait. Est-ce que tu peux répondre à ça? Oui, j'avais répondu à ça dans le formulaire. Il y avait Tu ça avais comme... donné deux, trois pistes qui m'ont amené à faire cette question. Ok. Mais encore une fois, si tu n'es Euh, pas à l'aise, on non, passe. non, c'est pas que je suis pas à l'aise. J'essaie de trouver une décision que je regrette. Ok. Je pense pas que ça soit très pertinent. Ah si, c'est bon, ça m'est revenu. J'ai
Alors, j'étais en besoin d'argent. J'avais pas, financièrement, ça n'allait pas très bien. Et donc, j'ai accepté un projet un peu comme ça. Le projet m'intéressait en lui-même, mais le client derrière était le problème. Et j'ai accepté le projet, même si honnêtement, j'avais ce pressentiment, mais je me suis dit que ça allait aller et que j'allais gérer. Et au bout d'un moment, on a fini par arrêter le projet. Mais et c'est une décision que je regrette. Et ça m'a aussi beaucoup, ça m'a appris une chose, c'est que je travaille avec le, le fondateur du SIS ou de l'entreprise pour qui je fais du SaaS ou de l'entreprise pour qui je fais le site. Hmm. Et il faut que je m'entends bien avec sa vision pour pouvoir avancer. Sinon, c'est pas possible. Et aujourd'hui, je suis très content que j'ai le privilège de pouvoir refuser ou accepter juste à la personne, alors qu'avant, j'avais pas ce privilège. Mais aujourd'hui, je te dirais que j'aurais préféré euh, rester dans cette situation financièrement que d'accepter un client avec qui c'était pas possible. Ouais, Je veux 100%. Et pas résumer les choses comme ça, mais tu as une liste de red flags. C'est un vrai sujet, hein, ça, pour nous qui sommes prestataires de services en agence ou en freelance. C'est quoi ton. Quand tu es en appel, est-ce que tu as des red flags? Moi, j'en ai quelques-uns. Je pourrais te les partager si ah tu veux. oui, j'ai pas forcément des. En fait, c'est beaucoup du feeling, mais bon, enfin, mon feeling sur ce côté-là, il me trahit plus. Je veux dire, et des fois, j'ai aucun signe, mais je le sens. Mais quand c'est comme ça, je prends le projet parce que si ça se trouve, je me trompe. Hmm. Mais la plupart des cas, je me trompais pas. Ok. Pas vraiment des red flags, mais c'est souvent les personnes qui vont beaucoup négocier. C'est pas une question de prix, mais une question de principe. Aujourd'hui, selon la situation de la personne en face et selon la façon dans laquelle la personne négocie, moi je suis très flexible, je m'adapte, il n'y a aucun problème. Par contre, si la personne veut juste négocier, mais à fond, pour moi, c'est du manque de respect. Hmm. En connaissant la situation pas vraiment de la personne, mais de l'entreprise en face. Quand c'est des personnes qui lancent leur propre projet, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est des boîtes déjà établies, des fois, c'est très délicat. J'ai eu ce cas aussi avec une boîte canadienne, mais je ne veux pas nommer. Ok. Euh, je dis canadienne parce que tu es au Canada, mais Ouais, ça 100%. il est arrivé ici aussi, hein. Euh, et sinon, euh, j'ai souvent, rarement, mais souvent, parce que c'est censé arriver moi, le sentiment que, ok, donc la personne m'a expliqué ses besoins qui sont réduits, et une fois que le devis sera signé et que le projet va commencer, il y aura des options qui vont se rajouter petit à petit. Ça doit arriver aussi avec vous en Bien marketing. sûr. Ouais. Après, c'est ça, mais il n'y a pas vraiment de red flag que je vois comme ça pendant les appels. Ah si, il y a un red flag Vas-y. pendant les appels, que ça que je remarque direct. C'est si la personne s'en fout. Je veux dire, Ok. ah, là, ouais, du coup, toi, tu fais quoi? Bon, ok, et ça, on peut faire comme ça, ok, bon, allez, envoie-moi un devis, ça raccroche. Pour moi, Hmm. ça, Ouais, parce qu'ils sont pas impliqués. Je ils comprends. sont pas appliqués et c'est pas pris au sérieux. Hmm. Moi, aujourd'hui, mon travail, je demande à faire des tests utilisateurs la plupart du temps. Si à l'arrivée des tests utilisateurs, le client, il me dit, t'inquiète, fais-moi tester, moi, je sais ce que mon utilisateur, il veut, ça, je peux pas. Ça pour moi, c'est vraiment la phrase qui passe pas. Mais bon, après, c'est pas tout le monde qui est éduqué sur ça et c'est pour ça que je fais mon contenu aussi. Je comprends. Je comprends. Ouais, un vrai sujet. Je te partage, moi, mon red flag, c'est. Et d'ailleurs, c'est le gars que je t'ai parlé juste avant en off, Raphaël Auriac, qui est à l'agence La Rampe, qui me l'avait dit, on allait manger ensemble. Et ça s'est avéré, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais ça s'est avéré 3 fois de suite. Et encore en ce moment, là, c'est le cas. C'est le client qui te dit, j'ai bossé avec 4 agences, ça s'est tout le temps mal passé. J'espère qu'avec toi, ça va être mieux. Tu
Ah oui, non, oui, ça aussi, oui. Ok, je confirme. Ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc parce que ceux qui se disent ça, ça révèle beaucoup de choses. Tu sais, c'est toujours que tu dis, bah, en fait, le problème, c'est pas les agences, c'est toi, sûrement, parce qu'il y a une loi de, une loi de volume là qui fait que t'as rincé 4 agences. Donc, ouais, non, ça pour moi, c'est un gros red flag. Et les gens qui sont auto-centrés aussi. Oui, oui, Tu peux totalement pas d'accord. travailler dans un projet, et ça, tu le remarques bah, avec des petits trucs. C'est une personne qui arrive en retard sans s'excuser, des choses comme ça, tu peux vite le détecter. Totalement d'accord avec toi. Ok, trop bien. On va passer à la suite. Croyance contrariante. Let's go. Je tire la carte. La norme refusée. Quelle norme du domaine tu refuses de suivre, même si ça te coûte parfois? Donc là, on parle euh, de choses, de grands principes design où en fait, toi, tu vas un peu à l'encontre de ça. Je pense notamment, je te laisserai répondre après, mais je pense par exemple d'avoir un site beau. Est-ce que le but c'est d'avoir un site beau ou c'est d'avoir un site fonctionnel qui convertit, etc. Ok, très bonne question. Alors, je vais partir sur ce que tu as dit et si j'ai un peu de temps, je rajouterai ce que j'avais en tête au début. Euh, il ne faut pas que le site soit incroyable. Bien sûr, tout dépend de la fonction du site et à qui et pourquoi il est fait. Mais je pense aujourd'hui, on a sûrement, je ne sais pas s'il y a des viewers, mais pour ceux qui regardent, vu que vous êtes dans ce domaine, vous avez déjà vu les vidéos sur TikTok, Instagram, des sites faits par Claude Code, les trucs de fou en 3D, ça descend, ça tourne, ça monte. C'est magnifique, je suis totalement d'accord, mais c'est pas pour autant que ça convertit. Ouais. Je suis d'accord que ça donne un effet waouh, mais c'est pas pour autant que ça convertit pour chaque domaine. Bien sûr, on aura des domaines où c'est intéressant d'avoir un site qui est juste waouh, mais pas pour tous. Surtout concernant les sites e-commerce aujourd'hui, euh, j'ai eu une demande, au final ça s'est pas fait, mais j'ai eu une demande d'une personne qui voulait un site de fou, avec de la 3D, des éléments qui bougent, tout ça, pour faire du dropshipping. Le souci, c'est pas que c'est du dropshipping, le souci, que c'est les produits derrière, ils vont être vendus à 7 euros ou 10 euros. Euh, ça pose problème parce que rien qu'en arrivant sur le site, le visiteur, il va voir un site comme ça, il va direct, son attente de prix, elle va exploser. Et là, tu as une C'est chance pas sur deux cohérent. qu'il arrive et qu'il regarde le prix ou pas. Hmm. Je comprends. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que selon comment c'est construit, ça peut mal communiquer. Aujourd'hui, tu peux avoir un site magnifique, mais qui communique très mal. Et j'ai un exemple, si tu veux que je te montre. Bah ouais, complètement. Complètement. Euh, mais on peut aussi très bien avoir un site magnifique, mais qui communique très bien. Et il faut investir dans l'UI, mais il faut aussi passer du temps sur l'UX. Et aujourd'hui, honnêtement, avec les IA, faire une landing page ou un site, pas forcément le développer, mais l'auditer pour que l'UX soit nickel, c'est plus comme avant. On n'a plus besoin de venir me voir moi ou quelqu'un qui fait le même boulot que moi et de payer un audit. Aujourd'hui, si on n'a pas les moyens, on peut toujours se débrouiller pour communiquer clairement. Oui. Et je trouve que c'est un manque. Enfin, il y a beaucoup de manques. Alors, je... J'ai un site, en parlant, j'en avais pas pris, j'ai un site à te montrer après que je trouve incroyable avec l'histoire derrière. On le passera aussi, mais je veux bien que tu me montres ton exemple, s'il te plaît. Allez. Est-ce que tu peux partager l'écran facilement, là, tu vois comment faire? Oui, oui. Ça marche. Normalement, je vais voir ton écran arriver. Je vois il y a quelques personnes dans le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on les prendra. Je les lis en direct, là, je vais les voir. Donc n'hésitez pas si Alors, vous avez des questions.
Ok. Juste avant de partager l'écran, j'ai été pour voir les sites qui ont les top UX design website un peu. J'ai trouvé ce site, j'ai cliqué dessus. Je trouve que l'UI est incroyable, le site il est incroyable, c'est vraiment magnifique. Par contre, l'UX, elle est très mal faite. Pour la seule et simple raison, je suis arrivé sur la landing page, j'ai scrollé jusqu'en bas. Je ne me suis pas arrêté sur chaque section pour lire. Mais même maintenant, même si c'était ce matin, même maintenant, je n'arriverai pas à dire que ce site est pour X, Y, Z. Je ne sais pas à quoi il sert. Enfin, Ok, je sais pas vas-y, si... bah, mets-le nous, puis on va checker ça. Allez, Non, tu me l'envoies et je te le partage. Ah ouais, c'est bon, je te vois. Ajouter la scène. Ok. c'est good? Ouais, c'est bon, on le voit. Ok. Là, voilà, je scroll. Comme vous voyez, c'est juste magnifique. Là, ok, on capte que c'est un SaaS. Ouais. Mais pareil, ça, je vais aller jusqu'au bout, ensuite je vais remonter. Là, le site, il est très beau, très bien présenté. Euh, Moi, je te dis ce que je comprends là, c'est un SaaS qui te permet de faire des contenus et après de le spread un peu partout. Donc je pense qu'ils ont un truc de SEO et GEO aussi. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est pas hyper clair la proposition de valeur. Alors, quand tu le scrolles rapidement. oui. C'est beau par contre. Mais- C'est très beau, c'est magnifique. Et honnêtement, je n'ai pas encore pris le temps de regarder ce que c'était. Oups, pardon. Euh, alors, je me remets dessus. Là, le seul problème, c'est que on met en avant le nom du SaaS, enfin le logo, mais on met pas en avant le problème que ça résout ou ce que ça apporte. Oui, Parce que des fois, le problème que ça résout, il n'y en a pas. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, on met en avant ce que ça apporte. Mais là, à part le fait que ça soit beau, qu'il y a des nuages, qu'il y a des petites micro-interactions qui sont au top, j'adore ce site, euh, il n'y a pas vraiment une UX derrière. Il n'y a pas il y a pas un travail de copywriting qui a été fait, il n'y a pas un travail de... Je sais pas pourquoi ça m'arrive à chaque fois. Il n'y a pas un travail de hiérarchie qui a été fait en priorisation. Euh, peut-être qu'est-ce si que on- tu penses du fait de mettre en avant le logo? Nous, on a un truc en publicité, par exemple. Tu as souvent des gros clients qui vont te dire moi, j'ai une charte de marque, il faut que mon logo apparaisse, etc. Je dis, oui, ok, mais ton logo n'apporte pas de conversion. Personne ne te connaît. En fait, on va aller taper le problème et ensuite on apporte la solution avec ta marque derrière. Mais il faut surtout pas mettre ta marque en avant, puisqu'en fait, on n'achète pas ta marque, on achète ta résolution de problème. Là, pour le coup, enfin, le R là en haut, c'est pas qui c'est quoi. Si ça. on serait bien mieux à mettre le problème qui résout, que je n'ai toujours pas compris d'ailleurs. Moi non plus, j'ai toujours pas compris. Et alors, en effet, alors mettre le logo dans la barre de navigation, honnêtement, ça gêne pas, c'est sympa. Mais par exemple, là, en, en héros, dans la première section, le logo, il apporte rien. Là, on ne sait pas ni ce que ça résout, ni à qui c'est, ni c'est qui la cible, euh, ni ce que ça apporte. Ok. Et, je trouve que ça, c'est, que tu as raison dans ce que tu as dit. Aussi, même, là, je viens de remarquer la page à propos. Euh, pareil, c'est très flou. Ok. C'est très flou. Euh, je crois que j'ai compris que c'était un SaaS, mais dans la page à propos, je n'aurais pas mis des infos à propos de l'entreprise. J'aurais mis plus des infos à propos du SaaS, donc qui est comme ici solution. Ouais. Euh, voilà, après avoir un peu. Là, déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus structuré et clair, Ok. alors qu'on est resté sur le même site. Et je trouve que c'est dommage que tout cet effort n'a pas été aussi
investi sur la page d'accueil, la landing page. Ok, Voilà un exemple. trop bien. Trop bien. Bon, on pourra en reprendre si tu en as d'autres. On pourra en reprendre. Trop bien. Après, je te montrerai un site. J'aimerais bien que tu vois. C'est vraiment un truc très atypique que personne ne connaît. J'aimerais bien voir aussi si tu captes. Si, je montrerai juste après. On va aller sur la prochaine question. Donc, les peurs cachées. Attention, celle-là. L'imposteur. C'est quoi ton imposteur intérieur? Donc, on parle du syndrome d'imposteur. Quand est-ce qu'il parle le plus fort? Quand est-ce que tu te sens dans une position où tu te dis est-ce que je suis vraiment capable d'y arriver? Est-ce que s'il y a. Quel exemple je peux prendre? Une grosse banque française qui t'appelle et qui te dit tu vas me refaire l'UX de mon site et Ok. on convertit à hauteur de 50 millions en volume de transactions sur ce site-là. Il faut qu'on passe à 70. Ok. Euh, c'est, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais je dirais que euh, quand je suis en appel ou en audit avec un prospect ou un client, juste une personne qui m'a demandé que si on pouvait faire un appel pour que je jette un coup d'œil sur leur SaaS, et que souvent il y a des choses qui ne vont pas du tout, mais je sais que derrière, ils sont très heureux de me montrer ce qu'ils ont fait ou très heureux de me présenter leur travail, et je sais que moi, ça va pas du tout. Je ne saurais pas l'apporter et leur dire que ça va pas parce que j'ai peur de, même si en soi c'est pour les aider, mais j'ai peur que ça blesse derrière. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je dois m'améliorer en tant que personne. Une fois que je suis lancé, une fois que je dis tout ce qui va pas, je m'arrête plus. J'allume la personne, mais c'est pas dans le but. Moi, dans le but, c'est vraiment c'est d'apporter le plus de valeur possible pour améliorer le site ou le SaaS ou l'application mobile. Euh, alors que si ça aurait été quelque chose enfin, un audit, pas un appel, mais plus un audit que j'envoie en PDF ou en page web. Là, je suis plus libre, je suis plus à l'aise de tout noter. Je Je ne comprends. sais pas si ça répond à la question. Ouais, si, si, non, c'est intéressant. Si, si, ouais, 100%. 100%. Euh, je te propose de te montrer le site quand je te parlais. Je vais juste partager l'écran. Hop. Alors, c'est une entreprise suisse et je suis chaud que tu me dises si tu comprends la proposition de valeur sur leur site. Euh, ok. Je scrolle relativement vite. Oui, Puisse, il n'y a pas de souci. Tu veux savoir ce que je pense juste en regardant le site comme ça? Ouais, ouais, Ce qui n'est pas méchant du tout, mais, mais la première impression, on va dire, ouais. c'est que, avec tout mon respect, mais pour moi, le site, il a été fait par le community manager Ok, intéressant. ou, ou la personne qui gère un peu la com ou les réseaux sociaux. Euh, c'est parce que, en soi, en termes d'esthétique, j'en doute pas. Je pense pas que ça correspond vraiment à l'image de la marque. Je pense juste que c'est un template qui a été pris et que les couleurs de la marque ont été ajoutées. Ok. Peut-être que je me trompe. Euh,
Mais vu comme ça, c'est ça ma première impression. Et aussi, on a le souci, et je pense que tu le vois, c'est la quantité de texte. Euh, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont tout lire, Ouais. à Après, part c'est très niché ce truc-là, mais je me rappelle, moi, être dans la cible, et en fait, quand je suis arrivé sur le site, j'étais complètement convaincu par l'histoire racontée, en fait. Il y a Ok, un vrai sujet de copywriting et de ce que c'est le produit. Le produit, vite fait, bah, tu vois, c'est des barils de vinaigre qui cristallisent à 2000 mètres d'altitude en Suisse. Et en fait, tu ok. peux acheter des barils et en fonction du taux de cristallisation de ton baril, il va prendre de la valeur et c'est un investissement qui peut faire x4, x5 Ah, facilement. wow, ok. Et Ok. c'est fait via une holding au Luxembourg. Donc, il y a toutes les choses de taxes d'optimisation qui sont bien faites. Et en fait, c'est pour les restaurants très très haut de gamme qui vont faire du cristaux de vinaigre dans leur plat. Ok. C'est hyper hyper niché. Enfin, il faut vraiment le vouloir pour arriver là-dessus. Mais tout le côté storyboard, tu vois, ça c'est quand tu sais, c'est l'endroit où c'est stocké. L'histoire est bien racontée. Mais effectivement, pour convertir quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pour ça que je voulais te le montrer. Et j'avais vraiment envie de voir si tu captais ce que c'était ou pas. Ok. Mais, Alors honnêtement, je pense que en lisant, j'aurais peut-être pu comprendre ce que c'était, mais ok. là, je n'ai pas vraiment lu ce qu'il y avait écrit. Ah oui, c'est ça. Ok. Euh, mais, mais juste comme ça, je n'ai pas. Honnêtement, non. Déjà, je savais pas que ça existait pour Ouais, savoir c'est que ça. c'était ça, mais voilà. Mais sinon, Comment tu t'y prendrais pour faire découvrir un truc comme ça, ou c'est juste pas possible et il faut plutôt éduquer ton audience sur du contenu et ensuite les emmener sur un site? Est-ce qu'un site a vocation d'éduquer sur un sujet? Ça, c'est une vraie question. Ouais. Est-ce qu'un site a vocation d'éduquer ou pas? alors un site peut éduquer sur un sujet, mais le site doit être très bien structuré. Et pour qu'il éduque sur un sujet, le- il faut que l'utilisateur qui veut être éduqué sur le sujet arrive dessus. C'est pas en tapant le mot-clé sur le sujet que l'utilisateur va arriver dessus parce que l'utilisateur ne connaît pas encore le sujet pour qu'il tape ces mots-clés et démarrer. Ok. Donc moi, je partirais plus, même si en soi, un site fait partie du marketing, mais pour, pas pour éduquer, mais pour informer la personne sur l'existence d'un sujet. Tout ça, ça sera dans les éléments marketing. Mais donc là, quand je dis marketing, je parle du ads, des panneaux dans la rue, des passages à la télé, des pubs sur YouTube et compagnie. Et ensuite, une fois arrivé sur le site, c'est là qu'on l'éduque sur le sujet. Mais on l'informe de l'existence du sujet avant l'arrivée sur le site. Pour qu'il ait une idée un peu floue, et sur le site, on clarifie cette idée que la personne a en tête. Je Donc ça, comprends. oui, c'est faisable. Et euh, en tête, j'ai aucun site qui le fait très bien, parce que c'est assez rare. Ok. Mais je sais qu'il y en a qui le font très bien. Euh, il y a un designer très très connu, il s'appelle Don Norman, à mon avis, il y en a qui vont connaître. Hmm. Lui, il a fait une conférence il y a 2 ans et il en parlait. J'essayerai de retrouver le lien pour mettre en Ouais, description. carrément. Carrément. Je te propose je diffuse un de tes Reels et j'aimerais qu'on parle de ce concept-là. Je vais le faire apparaître. Regardez le heatmap, la zone rouge, l'attention. Je vais le faire dès le début. Regardez bien cette expérience. C'est la même page, le même texte, le même bébé, mais l'une de ces deux versions a généré beaucoup plus de ventes. Ici, le bébé regarde l'objectif, l'utilisateur. Regardez le heatmap, la zone rouge, l'attention des visiteurs est bloquée sur son visage. Le texte à côté est froid, voire moyen. Maintenant, regardez celle-ci. Le bébé regarde vers le texte. Automatiquement, la zone rouge s'est déplacée vers le texte. Ça s'appelle le gaze cueing. C'est un réflexe de survie. Si je regarde fixement quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder dans la même direction. Les leçons pour votre site. Arrêtez les photos de stock où les mannequins vous fixent droit dans les yeux. Le visage ne doit pas être la destination.
il doit être une flèche qui pointe vers le texte ou le bouton d'achat. Contrôlez le regard, vous contrôlerez la vente. Moi, c'est Georges, designer d'interface. Abonne-toi. Ok, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, parce que ça, c'est vraiment un truc, pour le coup, quand je l'ai vu, je l'ai envoyé à à mes associés et j'ai fait, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que je pensais, mais que j'avais pas forcément le réflexe de le faire. Donc, c'est ouais, le principe de gaze queuing. Tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que Alors, la première question pour introduire ça, parce que je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut introduire des regards? Parce qu'en fait, quand tu es dans une page, le but c'est que la headline soit vue. Moi, j'ai toujours ce sujet-là. C'est quand le mec il arrive, il clique sur mon ad. Je dis souvent ça, c'est que il est souvent aux toilettes en train de scroller. Il arrive sur ma landing page sur téléphone. Je veux qu'il regarde la headline, la proposition de valeur, et ensuite, boum, qu'il arrive sur le CTA, que ça soit clair. S'il clique sur le CTA, qu'il n'a pas vu le headline, j'ai un touriste et potentiellement, je préfère qu'il sorte plutôt qu'il s'optime, tu vois. Donc, tu as un vrai sujet comme ça. Et est-ce que on a souvent des têtes parce qu'il y a soit la personne, le client, on a souvent un guest star. Est-ce que ces gens-là ne font pas fuir l'attention ou alors il faut, dès qu'il y a quelqu'un qui est sur la LP, automatiquement lui faire diriger le regard vers là où on veut l'amener, donc la headline? Ok, très bonne question. Déjà, c'est du cas par cas. On aura des cas où il faut mieux ne pas mettre de personnes ou d'animaux ou de têtes. Il ne faut pas personnifier la landing page. Et on aura d'autres cas où c'est important ou conseillé. Dans les cas où c'est conseillé, le but, alors c'est vrai que même si la personne regarde le texte, le premier focus, ce sera la personne. Euh, mais alors, ça, ça distrait l'utilisateur du titre, mais par contre, ça apaise l'environnement. Le fait d'avoir une personne aussi sur le site, euh, ça personnifie pardon, euh, l'interface ou le site web ou la plateforme. Et donc, ça apporte une sorte de... Vraiment désolé, j'ai plus le mot en tête. Euh, Une distraction? euh, alors oui, ça distrait aussi, mais ça distrait pour du bien. Ça apporte de l'affection, voilà. Ok. Ça apporte de l'affection d'avoir une autre personne en face. Euh, Par exemple, pour un site qui vend des colliers, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de personnifier directement à partir de la première section, la héros. Mais pour un site qui vend, dans l'exemple, ça vendait des couches, si je me rappelle bien. Ouais. Un site qui vend des couches, oui, là, c'est intéressant de personnifier parce qu'on a besoin d'affection. Ou un site qui vend des cadeaux pour la Saint-Valentin, là, là, on doit personnifier parce qu'on cherche de l'affection. Euh, et quand on veut personnifier pour ajouter de l'affection, même si ça distrait un peu le visiteur, mais pour du bien, pour ensuite le convertir avec plus de douceur, il faut faire tourner des outils qui vont analyser et générer des heatmaps, ou si on a le matériel qu'il faut, faire des tests, si on a le budget aussi. Euh, Parce qu'en effet, si le modèle te regarde dans les yeux, tu vas juste le regarder dans les yeux, alors que s'il regarde le texte, tu vas regarder le modèle, parce qu'on est humain, on va regarder l'autre humain, mais on va plus rapidement se tourner vers le regard. Si je te donne un exemple, tu vas dans la rue, là où à un endroit où il y a beaucoup de passages, tu fixes le ciel. Tout le monde va, tout le monde autour de toi va fixer le ciel aussi. Ouais. C'est obligatoire. Et même toi, si tu passes dans la rue et il y a quelqu'un qui regarde quelque chose, juste par curiosité, tu vas regarder. Alors là, c'est vrai que c'est plus de la curiosité, mais c'est aussi juste humain de suivre les regards des autres. Ok. Deux questions à ça. Est-ce que la personnification sur une landing page doit montrer le résultat de ton produit ou ça peut montrer et créer une espèce de familiarité parce que tu montres quelqu'un qui a le problème que tu as. Donc là, la couche, c'est un peu compliqué parce que tu vas mettre un bébé tout nu.
ou un bébé avec une couche de mauvaise qualité. Parce que là, sur l'exemple qu'on avait, c'était un bébé qui a l'air bien, qui a l'air confortable, et en fait, c'est ce que la personne veut quand elle arrive sur le site. Ouais, ça, c'est la première question que j'ai. Et j'en ai une autre juste après là-dessus. Ok. Je vais te donner un autre exemple que le bébé. J'ai travaillé dernièrement sur un site d'une entreprise qui fait du traitement d'humidité dans le bâtiment. Et on a eu ce souci, c'est est-ce qu'on met en photo dans l'héros une image d'un technicien ou plutôt une image d'une famille qui découvre que leurs murs sont pleins de salpêtres ou humides. Alors en ce moment, enfin, on a fait du A/B test. En ce moment, le site il n'est plus en ligne, mais on a fait du A/B test pendant un moment. Et on a fini par trouver que il faut mieux mettre une photo d'une famille qui découvrait le mur humide. Alors ça, en sachant que l'audience est en France. C'était un site pour une entreprise en France. Mais je sais que aux États-Unis, par exemple, ils ont plus tendance à mettre en avant des images stock plus. Des images de conseillers comme ça qui regardent Il y a de la Full confiance. HD, sans fond blanc. Euh, euh, et ça, je sais qu'aux États-Unis, ça marche très bien. Par contre, si on prend le même site, et qu'on le traduit en français et qu'on le met en France, il ne va pas fonctionner, ça va faire trop commercial. Et ça, je te dirais, ça dépend vraiment de l'audience. Mais souvent, vu que le but de personnifier, c'est de chercher de l'affection, on cherche une personne qui nous ressemble. Ok, je comprends. Je comprends. Et l'autre question que j'avais, c'était, est-ce que cette histoire de quand quelqu'un te regarde, tu vas regarder cette personne, et quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser, est-ce que il n'y a pas un vrai sujet d'hypnose à faire où dans l'aéro, tu mets une animation où le regard se tourne vers la headline, tu vois. Genre, tu fais un truc vraiment très catchy où la personne, tu es obligé de la regarder, et ensuite, ton regard, boum, il descend, mais vraiment de manière très subtile, tu vois, sur la headline. Très bonne idée. Si, c'est sûr que c'est quelque chose à faire. Et pour cet exemple, si la headline est bien construite, là, on aura un effet wow avec le mouvement, la fluidité et le scroll, plus de la clarté dans la headline et de la bonne UX. Hmm, Donc, à tester, mais je suis sûr que ça peut fonctionner. trop bien. Trop bien. Top. Je vais mettre un autre Reels à toi. On va discuter aussi qui est très intéressant. Tac, c'est pas lui, c'est lui. Je vais le Tout le lancer. monde a cette fameuse chaise dans sa chambre. Les vêtements propres vont dans l'armoire, les vêtements sales vont à la machine, mais le pull qu'on a porté 1 heure et qu'on veut remettre demain est fini sur la chaise. L'être humain a un besoin psychologique vital de cette zone intermédiaire. Et pourtant, 90% des applications et des sites web refusent de designer cette chaise. La plupart des interfaces vous forcent à faire un choix binaire. Soit vous achetez et vous validez, soit vous fermez la page. C'est le placard ou la poubelle. Résultat, l'utilisateur va hacker votre site pour se créer sa propre chaise. Sur un e-commerce, il va mettre 15 articles dans son panier, juste pour s'en souvenir, puis il va quitter le site. Et vous pleurez sur vos taux d'abandon de panier. Sur un SaaS, il va laisser 40 onglets ouverts jusqu'à que son Mac plante ou prendre des captures d'écran qu'il ne regardera jamais. Le rôle d'un vrai product designer, ce n'est pas de forcer une conversion immédiate, c'est de designer l'hésitation. C'est la fonctionnalité, sauvegardée pour plus tard, c'est le sauvegarde automatique d'un brouillon, c'est le reprendre votre lecture de Netflix. Si vous ne construisez pas une chaise numérique dans votre produit, vos utilisateurs iront s'asseoir chez vos concurrents. Moi c'est Georges, designer de produits et d'expérience, abonne-toi. Ah là, j'ai plusieurs choses. La première, c'est toi qui as écrit ces Reels-là? Euh, Souvent, c'est fait sur le coup, c'est pas vraiment écrit à l'avance. Mais Ok, pour celle-là, oui, celle-là, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. ok. Parce que c'est très Et- bien écrit, hein. Enfin, moi, j'ai plein de trucs hyper intéressants sur le fait que bah, tu as toujours des choix binaires et en fait, il faut designer le choix intermédiaire. Je trouve ça hyper intéressant et c'est totalement vrai.
C'est ce que Wistia fait très bien sur des VSL, par exemple. Donc, quand tu vas cliquer sur une pub dans 10 jours, en fait, tu reviens sur la vidéo au moment où tu t'es arrêté. Donc ça, eux le font très bien, par exemple. Les exemples de paniers abandonnés un peu gamifiés le fait aussi. Et toi, c'est des choses que je comprends totalement quand on me l'explique, mais quand je suis sur quand je suis sur un tunnel de vente, pour moi, c'est binaire, ça convertit ou pas. Je ne design pas forcément ce truc-là. Ça pourrait être d'avoir une bulle de questions après, je sais pas, 30 secondes d'hésitation, par exemple. Là, tu designes le truc intermédiaire. S'il a une question, tu le mets là. Ou aller le retargeter en publicité. C'est-à-dire que si tu pars, c'est OK. On va juste apporter un peu plus de valeur, un peu plus t'éduquer, et tu auras l'occasion de revenir plus tard. Donc ce truc-là, j'avais trouvé ça hyper intéressant, la notion de designer l'hésitation. Et je veux bien que tu développes un peu là-dessus si tu as d'autres éléments. Bien sûr. Alors, souvent, donc c'est des fonctionnalités pour apporter cette troisième option qui est très évidente et le designer de produit juste l'aura en tête ou parce qu'il y a un site concurrent qui le fait, on le mettra en place, mais plus amélioré. Parce qu'aujourd'hui, alors, on a la fonctionnalité sauvegardée pour plus tard dans certains sites e-commerce, mais souvent, c'est beaucoup plus facile de le mettre dans le panier et ciao. Et le but, c'est de faire en sorte, pas que ça soit plus facile à sauvegarder pour plus tard, mais que ça soit aussi facile à sauvegarder pour plus tard et aussi intuitif que de le mettre dans le panier. Donc, le but, c'est d'apporter cette fonctionnalité, mais de l'apporter correctement. Parce que si c'est plus facile de le mettre dans le panier, tout le monde va le mettre dans le panier. Et même moi, aujourd'hui, ça m'arrive sur certains sites, euh, tout en voyant ce bouton sauvegarder. Ça, c'est un point important pour comment apporter cette fonctionnalité, que ce soit un sauvegarder pour plus tard ou autre chose, bien sûr. Mais comment savoir quelle fonctionnalité apporter comme troisième option? Tout ça se joue sur les données et les interviews des utilisateurs existants. Euh, Par exemple, un site, on va rester sur du e-commerce, c'est l'exemple le plus facile et qui va parler à tout le monde. Un site e-commerce qui n'a pas cette option sauvegarder pour plus tard, mais qui dans les stats voit beaucoup de paniers abandonnés, c'est que juste soit cette option manque, soit elle manque de popularité. Il faudra plus la mettre en avant pour rectifier aussi les stats et savoir pour avoir des données moins faussées, si on peut dire ça, et avancer dans l'évolution du site. Ok. Souvent, c'est juste le comportement des utilisateurs qui nous amène à faire une nouvelle fonctionnalité qui est comme ça, ou tout simplement surveiller les concurrents et faire les choses mieux. Ok. Voilà. Dans l'ère d'une attention qui baisse de plus en plus, est-ce que cette fonctionnalité-là est d'autant plus importante parce que tu demandes à des gens de faire des choix binaires alors que tu as 4 notifs qui arrivent pendant leur session, tu vois? Alors, Très probablement sur leur sursollicité dans leur chemin d'achat, en fait. Et on va dire, le fait qu'ils soient déconcentrés, qu'ils partent, n'est pas quelque chose de mauvais, c'est genre juste la réalité et il faut s'adapter. c'est vrai. Euh, le mieux aujourd'hui, avec, avec où on en est en technologie, c'est que le site, grâce à un algorithme ou une IA, enfin, grâce à un système, puisse savoir sur quel élément ou sur quelle page le user a hésité et lui suggérer des étapes à continuer en fonction à son prochaine arrivée sur la plateforme ou sur l'app ou sur le site. Je Que comprends. ça se fasse de façon, entre guillemets, automatique. Parce que il faut pas oublier que ajouter une, euh, une option intermédiaire, c'est aussi ajouter une option tout court, donc plus de complexité. Et c'est un sujet très très délicat euh, qui, qui n'est pas attribué à tout le monde et je pense pas que tout le monde doit passer du temps là-dessus. Mais
pour les personnes qui veulent faire les choses bien ou pour les personnes qui ont déjà checké toutes les cases de tout le reste, c'est un point où ça vaut le coup de passer du temps dessus parce que ça aide à améliorer les stats, euh, même en termes d'analytics pour la boîte, pour les évolutions. Et aussi, ça apporte de la flexibilité à l'utilisateur et l'utilisateur aurait l'impression qu'on s'occupe de lui de façon différente qu'ailleurs. Et c'est ça vraiment l'expérience utilisateur. Le but, c'est que l'utilisateur se sente le mieux possible et qu'il ne se prenne pas la tête, même si c'est la première fois qu'il utilise l'appli ou le site. Ok, trop intéressant. J'ai deux questions. Je pense après on finira là-dessus. La première question que j'ai, c'est dans un projet, un gros projet, comment tu communiques et comment tu travailles avec l'équipe qui va être au copywriting et l'équipe produit. Parce que moi, de ma connaissance, le design se met entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a toute une étude qui est faite. Toi, tu vas te nourrir de l'étude du copywriter. Potentiellement, tu vas l'amplifier et tu vas apporter des nouveaux éléments. Ensuite, tu vas designer, faire l'UX, etc. Et la question sur le produit, c'est le produit, tu fais le site à l'instant T, mais le produit, il peut évoluer. Et si le design et le site n'évoluent pas en conséquence, bah en fait, tu communiques juste mal en fait, sur ton produit et ce n'est plus ce que le produit est et comment il a évolué. Je serais vraiment très curieux de savoir comment ça se passe. Exactement. Déjà, totalement d'accord sur le point que tu as dit. La landing page et le SaaS derrière doivent avoir une cohérence. Le but, c'est de... Pardon. Euh, le but... Désolé, juste... Excuse-moi. Pas de souci. Hop, ok. Le but, c'est que quand l'utilisateur arrive sur la landing page et qu'il passe sur le SaaS, c'est qu'il se retrouve déjà. Parce que déjà, il a mis du temps à comprendre la landing page, même si elle est super simple. Mais faut qu'il sache se repérer dans l'application. Et aussi garder une cohérence pour ne pas... moi, j'ai eu ça aujourd'hui. Je faisais un petit audit pour une personne. J'étais sur la landing page. J'ai cliqué sur le bouton accéder au SaaS. Pour moi, j'étais toujours sur la landing page. C'est après quand j'ai lu bienvenue sur le nom de l'appli, j'ai remarqué que non, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Le design est très similaire. Il faut que ça soit la même charte graphique, mais il faut pas qu'il soit exactement pareil. Parce qu'on va pas différencier. Le but, c'est qu'on différencie les deux, mais qu'on sache que ça appartient au même groupe. Je comprends. Ça, c'est un sujet aussi très délicat. Euh, et bien sûr, le but, c'est que ça soit fluide, mais qu'on sente la transaction. Et sinon, pour répondre à ta question en général, comment je gère avec l'équipe qui est sur le projet? Alors, normalement, il y a un product owner ou un chef de projet qui est là pour s'assurer que tout se passe bien. Mais dans le cas où il y a un copywriter sur le projet, moi, dans l'UX design, dans le design system que je mets en place, je mets aussi en place, tout en m'assurant que le copywriter valide, un certain type de vocabulaire à utiliser. Parce qu'on a le design des mots à utiliser, le design du vocabulaire tout simplement. Moi, j'appelle ça le design, mais en soi, c'est juste du copywriting. Et moi, je veux m'assurer que le vocabulaire utilisé s'aligne avec le produit. Et ensuite, donner ces deux, trois phrases, exemples de comment je veux que les phrases soient formulées pour que ça s'aligne avec le produit et que ça gêne pas l'expérience de l'utilisateur. Et ça, c'est un sujet très délicat aussi pour mon dernier projet de l'application. Copywriter, ouais. Tu peux pas lui demander de changer sa headline. Ah, Ça va être complexe. Ok. c'est ça. Et ensuite, bah, le copywriter va faire en sorte que
que c'est bien écrit avec les bons mots-clés au bon endroit pour être bien référencé et que ça soit clair. Après, j'avoue que le copywriting, c'est aussi beaucoup de UX. Donc, c'est souvent moi qui fais les deux. C'est arrivé une fois qu'il y avait une autre personne qui était copywriter sur le projet. Hmm. Mais par exemple, pour l'appli pour les démarches de personnes endeuillées, on ne pouvait pas mettre le mot deuil beaucoup. Le but, c'est, même si la personne elle sait que son proche est décédé, le but, ce n'est pas de lui rappeler cette info toutes les 3 secondes, même si on doit l'apporter. On ne pouvait pas aussi, on devait parler de façon très administrative, carrée, pour ne pas apporter de l'affection. Nous, on a lancé le projet avec un copywriting qui apportait de l'affection, mais on s'est rendu compte pendant les tests utilisateurs que c'était une très très mauvaise idée. Et pourtant, moi, dans ma tête, j'étais persuadé que c'était une très bonne idée. Mais les tests utilisateurs ont montré que ça n'apporte pas de l'affection, mais vu que c'est une appli, euh, vu que c'est du texte derrière sur un écran, ça, ça rappelle le malheur, entre guillemets, à la personne. Et c'est pas du tout comme si c'était une personne qui parle. Donc pour moi, le copywriting ne doit pas être fait comme si c'était une personne qui parlait. Parce que la personne, elle lit, elle n'écoute pas. Et même si c'est écouté, et même si la voix est 100% humaine, parce qu'on a aujourd'hui aussi le VUX, le Voice User Experience, comme Google Home, Alexa et compagnie, euh, c'est très délicat parce que ça ne doit pas, ça ne doit pas parler comme si c'était une personne, mais plutôt comme si c'était un robot. Sur les sujets banals comme la météo, c'est un détail, mais dès qu'on va dans des sujets plus profonds, ça commence à affecter l'expérience de l'utilisateur. Je comprends. Un peu Super fou la réponse. intéressant. J'espère que ça a été clair. Ouais, 100%. Très, très intéressant. Je vais te poser une dernière question. Tu designes du beau ou tu designes de la conversion? De la conversion. Et toi, comment est-ce que tu te considères comme un scientifique qui donc fait des A/B tests un peu constamment pour amener à de la conversion, ou tu as vraiment ce côté artistique où tu as l'envie d'aller euh, montrer au monde ta patte artistique, ou alors tu le fais sur d'autres projets que tu as de ton côté? Est-ce que, en fait, ma question derrière ça, c'est est-ce qu'un designer est forcément un artiste au même titre qu'un photographe ou qu'un peintre, ou alors c'est comme moi, un marketeur qui, en fait, fait uniquement pour de la conversion, et tous mes choix sont pour la conversion. Et après, bah, c'est à moi de me placer avec mon éthique sur quel projet pour lequel je veux travailler et qu'est-ce que le client a à la fin. C'est à moi c'est comme ça que je fais mon impact. Mais j'ai pas ce côté créatif dans mon travail. Je l'ai sur la partie offre plutôt, mais pas artistique en tant que tel, le beau, tu vois. Ok. Alors, déjà, il faut savoir que mon background, c'est le design graphique et le motion design aussi. Enfin, j'ai commencé par le motion design. Ensuite, je me suis plus focusé sur le design graphique et plus tard, je suis arrivé dans l'expérience utilisateur. Donc, tout le côté esthétique, carré avec les codes du graphisme, pour moi, c'est le minimum. Par contre, c'est pas là où je passe le plus de temps. Tout mon temps est optimisé pour faire en sorte que l'expérience utilisateur soit fluide, simple et efficace. Et c'est ça qui va convertir le mieux. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le dark UX. Euh, donc, c'est des règles de user experience qui vont forcer l'utilisateur à faire un choix où il va dépenser plus. Alors ça, c'est vrai que ça convertit mieux que de l'UX éthique, le dark UX. Par contre, ça convertit mieux à court terme. Si demain on a un projet qu'on sait qu'au bout de 2 mois, on va quitter le projet, ok, là, ça vaut le coup de faire du dark UX ou d'impliquer quelques petites, petites options de dark UX par-ci par-là. Mais par contre, si le projet c'est du long terme et on sait qu'on va rester dessus, on sait qu'on va bosser dessus, euh, là, je serais plutôt sur de l'UX éthique et c'est ce que je conseille à tout le monde. Parce que l'UX éthique ne va pas forcément convertir maintenant,
Mais quand ça convertira, là je donne l'exemple d'un SaaS, on sait qu'au bout d'un moment, l'utilisateur, il ne va pas revenir pour annuler son abonnement. Et si jamais il annule son abonnement, on aura beaucoup plus de chances qu'il revienne sur la plateforme et qu'il reprenne un abonnement avec de l'UX éthique plutôt qu'un dark UX. Et aujourd'hui, je trouve ça très bien avec toutes les nouvelles réglementations européennes. Le dark UX est devenu beaucoup plus compliqué à faire en sorte que ça soit OK avec les réglementations. Donc ça, c'est... T'as un petit exemple de Dark UX, juste pour définir correctement. Un exemple de site là comme ça, je n'aurais pas, mais j'ai un exemple que tout le monde connaît. Ouais. Dès qu'on veut annuler ou résilier d'un abonnement sur une application ou une plateforme, déjà, il faut trouver le bouton pour résilier. Et le fait que le bouton il ne soit pas directement visible, c'est du dark UX. Ok. Et quand le bouton est visible, on part dans une suite de plusieurs questions qui finissent jamais, où on ne voit pas la fin, et où c'est fait exprès qu'on n'a pas le 2/6 ou une barre de progression, et que c'est que des questions que pourquoi vous nous quittez, est-ce que vous êtes, ou par exemple la question, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez perdre ça et ça et ça en termes de fonctionnalité? Ouais, La personne elle peut juste annuler son abonnement, enfin, c'est des détails comme ça. Ok, trop bien. Trop bien. Bah écoute, je suis très content de t'avoir reçu. C'était très intéressant. Je pense qu'on allait bien en profondeur. Merci à tous ceux qui sont venus en live. On a eu, je pense, une trentaine de personnes, donc très cool. Très cool. Tu avais fait un Reels là-dessus sur, tu sais, le fait que les gens viennent sur un site optimisé, mais il y a des gens qui viennent quand il n'y a personne. Et tu avais fait un truc comme ça, je sais plus c'était quel, Je donnais l'exemple d'un restaurant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Dans la rue, qui a 5 restaurants pleins, où il faut faire la queue alors qu'il y en a un qui est vide. Les gens préfèrent aller faire la queue et attendre que de manger dans le restaurant vide parce que la peur d'être le premier dans ce restaurant. C'est ça. Moi, Ouais, je tiens à remercier les premières personnes qui ont assisté à ce nouveau format, du coup. Merci. moi Merci, aussi. Georges. Et, On laissera. Qu'est-ce que tu veux qu'on renvoie les gens sur ton Instagram? J'ai mis ton Instagram en lien. oui, on peut. Pour l'instant, c'est mon seul réseau. Bientôt TikTok, je dois lancer. Trop bien. Voilà. Donc, @georges.pdf, tout simplement. Ça marche. Et si jamais ce n'était pas très clair, mes réponses, je tiens à m'excuser. Mon premier live, je suis à l'aise devant une caméra quand je tourne les vidéos, en sachant que toutes mes vidéos que vous allez voir sur Insta, ils sont tournés en 30-40 prises. Il y en a juste 2-3 qui sont tournés en première prise. Ah bah voilà, la question sur le syndrome de l'imposteur, c'était ça. Voilà, c'est ça. En live, c'est un peu plus compliqué. Ok, trop bien. Je te remercie, Georges. Je te souhaite une bonne journée. Et, Merci, on bonne se tient au journée. courant. Ciao, ciao. Ciao, ciao.